Tu t'appelles comment? Émeric. Laurent, c'est 7 ans. Je sais faire du vélo. Je sais marcher à la montagne. Je suis au CE1. Je suis à l'école, je travaille. Je lis, je écris, je sais compter. Et est-ce que tu te souviens quand tu étais petit que tu savais pas parler? Ou tu te souviens plus? Je me souviens. Je me souviens, c'était n'importe quoi quand j'étais petit. Et pourquoi c'était n'importe quoi? Parce que je suis autiste. L'autisme n'est pas une maladie, c'est un handicap qui a pour origine un problème génétique. Des gènes qui provoquent un dysfonctionnement du système nerveux central. Un enfant sur 150 naît autiste. En France, il y a urgence car la situation est dramatique. Lydie et Marc ont un fils, Émeric, 10 ans. Raconter leur histoire, c'est comprendre les difficultés que rencontrent tous les parents d'enfants atteints d'autisme. On trouvait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas bien quand il a eu entre 15 mois, 18 mois. Donc c'était un petit garçon qui faisait de plus en plus de colère, donc il avait un développement quand même bizarre. Non, ça arrange rien de faire ce que tu fais. Non, Émeric, on se calme. On se calme. Dès qu'il y avait de l'herbe ou du sable, c'était l'arracher, l'arracher, l'arracher. Et on n'arrivait à rien faire d'autre. Et ça, c'était frustrant pour nous. Tu viens avec papa? Il y avait quand même déjà des sujets d'intérêt très très focalisés et on essayait souvent de leur retirer. Il y avait un objectif, c'était se mettre devant la machine à laver pour regarder le linge tourner. Tu vas avec maman maintenant? Moi, je joue au puzzle. Tu vas faire un petit puzzle avec maman? J'éteins la lumière. On a pu voir que en fait, son développement moteur était complètement anarchique. Je me souviens encore avec Lydie d'avoir fait des heures et des heures où on lui tenait les mains pour lui apprendre à marcher, mais en fait, ça venait pas. Regardez comment j'ai envie de marcher. Puis un jour, miraculeusement, il s'est mis à marcher, mais il a gardé les mains en l'air. Parce qu'en fait, on l'avait fait tellement marcher en lui tenant les mains qu'il restait marcher comme ça. Et il ne pouvait pas baisser ses bras. L'autisme est un trouble précoce du développement qui se caractérise par 3 points. Des troubles des interactions sociales, l'enfant peut sembler ignorer son entourage et ne pas regarder dans les yeux. Des troubles de la communication, c'est-à-dire une absence ou un retard du langage. Et enfin des centres d'intérêt restreints qui se manifestent par des comportements stéréotypés et répétitifs, des colères, voire de l'automutilation suite à des situations nouvelles. Il est important de préciser qu'un enfant peut présenter seulement certains de ces troubles. On parle alors de traits autistiques. Le dépistage de ces signes est une des spécialités du docteur Cabrol. L'enfant va avoir des échanges sociaux par le sourire. Il va pouvoir effectivement répondre au sourire d'un adulte, d'une personne qui s'occupe de lui. Et l'absence de sourire social en réponse peut être un indicateur tout à fait important à reconnaître. Un câlin, papa? J'ai pas envie d'un câlin. Il n'est pas d'accord. Un peu plus tard dans la vie, ce seront les éléments de langage aussi qui doivent alerter. L'absence des premiers mots autour d'1 an, l'absence du babil même avant peut être aussi un indicateur. L'absence de phrases à l'âge de 2 ans. C'est quoi? Ouais, l'ordinateur. Et ça, c'est la chaise. On peut aussi citer, je crois, comme un élément important, ce qu'on appelle l'attention conjointe. Ce sont les prémices de la communication réciproque. C'est ce qui permet à l'enfant d'aller chercher le regard d'un parent pour regarder ensemble dans une direction. Et tu es content, Émeric? Émeric? Dis à papa si t'es content. Regarde papa. Regarde papa. Regarde papa. Regarde. Regarde Il est où, papa. Il Et est où, papa? Émeric, coucou. Regarde papa là-bas. Est-ce que t'es content? Regarde papa.
Ça peut être l'absence, ça peut être aussi la perte de ses capacités. Car on sait que dans l'autisme, en réalité, il peut y avoir acquisition d'un certain nombre d'éléments, comme ceux du langage, même parfois ceux de la communication, et puis, en fin de deuxième année, perte progressive de ses capacités. Mais obtenir la confirmation que son enfant est atteint d'autisme n'est pas simple. À chaque visite, on posait des questions par rapport à nos inquiétudes au pédiatre, qui à chaque fois nous rassurait en disant « il ne faut pas s'inquiéter, vous êtes très hyperactif, laissez à votre enfant le temps dont il a besoin, tout va se mettre en place au fur et à mesure ». Et c'est vrai que ça nous rassurait. Elle est là, la maison de papy, Émeric. La psychologue, elle a posé des questions essentiellement sur nous, c'est-à-dire est-ce que l'accouchement s'est bien passé? Est-ce que vous avez eu une enfance difficile? Est-ce que vos parents ont des problèmes? Est-ce que vos grands-parents ont des problèmes? Est-ce que votre entourage socio-professionnel va bien? Bon, c'est des questions détournées, mais en gros, est-ce que vous allez bien? Parce que si votre enfant ne va pas bien, c'est peut-être quelque part que vous n'allez pas bien. Je le savais, j'en étais certain. Les erreurs de diagnostic sont graves car elles font perdre beaucoup de temps à l'enfant. Rodrigue, dont les parents sont des amis de Lydie et Marc, a seulement été diagnostiqué autiste à l'âge de 6 ans. J'allais de pédiatre en médecin en disant oui, il y a quelque chose de bizarre. Et quand moi j'allais, je leur disais mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, il leur faut du temps, on ne dit pas. Ensuite, quand je suis arrivée en lui disant voilà, j'ai un diagnostic à Robert Debré, on m'a dit qu'il est oui, on ne voulait pas vous le dire parce que vous n'étiez pas prêt. On nous dit qu'on n'était pas prêt, alors que ça fait 4 ans qu'on cherche, qu'on va toutes les semaines attendre qu'est-ce qu'il a, mais non, on n'était pas prêt. Le docteur Gibour est spécialiste de l'autisme. Cela fait 18 ans qu'elle constate la méconnaissance du corps médical sur ce sujet. Ou la réponse dont ils auraient besoin rapidement, ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas parce que le diagnostic est retardé. Combien de pédiatres vont dire « mais c'est pas grave, madame ». Il y a des enfants qui parlent très très tard. D'accord, il joue avec son bout de ficelle tout seul dans le coin, mais finalement il est calme. Ça vous permet de vous occuper de votre bébé. Obtenir le diagnostic de l'autisme est donc très difficile. La situation est grave, d'autant que les spécialistes estiment que pour aider l'enfant au mieux, le diagnostic doit être posé avant l'âge de 3 ans. L'autisme ne représente que 2 heures de cours dans le cursus universitaire d'un médecin. Ce que l'on propose aux enfants pour qu'ils gagnent en autonomie est donc totalement inadapté. Donc on a eu le diagnostic d'Émeric comme quoi il était atteint d'autisme sévère. Et donc c'était à l'hôpital de jour de là où il avait été pris en charge. Et donc lors de leur séance d'observation, jamais on n'avait eu d'échange avec eux. Ils nous disaient vous rentrez pas, vous êtes les parents. Nous, on est les éducateurs, donc on ne rentre pas. On n'a jamais eu un conseil. Et donc, ce jour-là, ils nous ont bien décrit ce qu'on aurait droit pour Émeric. Donc, on avait droit à atelier patouille. Atelier patouille, c'est jouer avec des sables de différentes textures et de différentes couleurs. Il avait droit à musicothérapie. Alors, il ne fallait pas qu'on s'inquiète parce qu'ils n'allaient pas lui apprendre à jouer d'un instrument de musique. Ils n'allaient pas le forcer à jouer d'un instrument de musique. Quand il faisait musicothérapie, il mettait tous les instruments de musique sur un tapis et il demandait juste que l'enfant apprenne les limites, c'est-à-dire qu'il ne sorte pas du tapis. Les enfants, quand ils arrivent le matin, ont la possibilité de choisir leur atelier. Bon. Mais ils ne comprennent pas toujours ce que veulent dire les sigles sur le mur. Donc, il y a des enfants autistes qui restent plantés devant toute la journée. Un éducateur ou un professionnel se détache pour rester à côté de lui toute la journée et on attend. Et à la question donc, de cette attente, du sens de cette attente, il a quand même été répondu « nous sommes payés pour attendre ». Je ne sais pas si la Sécu le savait, il serait très content. Mais il pense que cette attente est thérapeutique, c'est ça le problème. Attente, activité manuelle, psychanalyse, voici ce qui est proposé pour traiter l'autisme en France. Lydie et Marc ont donc décidé de chercher ailleurs des professionnels capables d'aider leur enfant à progresser. Ils se sont regroupés en associations et se sont intéressés aux méthodes qui stimulent efficacement l'enfant atteint d'autisme. Des méthodes développées avec succès à l'étranger depuis 40 ans, mais malheureusement peu pratiquées en France.
Ces méthodes partent du principe qu'une personne avec autisme n'est pas un patient que l'on soigne, mais une personne handicapée qui doit recevoir un apprentissage adapté et intensif. Le plus tôt possible. Le traitement de l'autisme est une lutte contre le temps. La première étape est de diminuer les troubles du comportement de l'enfant. Pour supprimer les colères, les cris, l'automutilation, il faut donner à l'enfant un moyen de s'exprimer. La méthode PEX permet un début de communication à l'aide d'images et de pictogrammes. Je me souviendrai toute ma vie d'à partir du moment où Aymeric a compris qu'il pouvait communiquer à l'aide d'images et que lui, enfin, pouvait nous dire ce qu'il avait envie à l'aide de pictogrammes, de petites images. Et nous, pareil, on pouvait lui dire des choses. Des méthodes que le Dr Cabrol utilise dans ses hôpitaux et classes spécialisées. Contrairement à une idée toute faite qui serait que utiliser des images, ce serait empêcher l'apparition du langage verbal, eh bien, au contraire, ça permet, pour ceux qui en ont les capacités au départ, de stimuler l'apparition du langage verbal. Et pour les autres, ceux qui n'auraient pas accès au langage verbal, ça leur donne un outil de communication extrêmement précieux qui leur permet d'interagir avec leur environnement. Lorsqu'un début de communication devient possible, les cris d'Aymeric diminuent. Je veux jouer. Allez. Charlie, stop! Cette méthode aide la violence à disparaître en permettant à l'enfant d'exprimer ses besoins, ses envies, mais aussi la faim et la soif. On y va, on est parti. Ilan, est-ce que tu veux goûter, Ilan? Tu me donnes la carte. Que l'enfant sache s'exprimer n'est pas seulement confortable pour lui et pour l'entourage, c'est aussi une question vitale. Indiquer où on a mal peut éviter bien des drames. Il existe plusieurs méthodes qui agissent sur le comportement. Teach et ABA sont les plus connues. Il y a 7 ans, Lydie et Marc sont allés chercher l'expertise de Sophie Martineau sur l'ABA, qu'elle pratique aujourd'hui au sein de classes spécialisées. Ces méthodes, importées des États-Unis et du Canada, ont un même objectif. Les enfants avec autisme n'ont pas de mimétisme naturel. Il faut donc les encourager à répéter des actions et des mots sans arrêt, de manière à ce qu'ils se les approprient. Qui ici? Au tout début, là, quand je travaillais avec Aymeric, il y avait tellement de problèmes de comportement au début qu'il râlait beaucoup, il criait beaucoup, il m'a mordu, il m'a tapé, il avait 4 ans, quoi. C'est qui? Ah oui, tu dis? C'est moi. C'est qui? C'est moi. Oui, bravo, Aymeric. Regarde la lettre. E. Très bien, Aymeric. Ah, quelle lettre? O. Très bien. C'est A, donc ça fait... Attends, moi, c'est Pa. Pa. Po. Pi. Pa. Très bien. Tu continues? Pelle. Pelle. Tu vois, les lettres doubles, c'est ça. En Haute-Savoie, au centre de Végy, créé par Marc et d'autres parents, on forme les thérapeutes à ces méthodes comportementales et on accueille des enfants non scolarisés. Aymeric y est venu pendant 2 ans. 3 ans plus tard, âgé de 10 ans, il rend une visite amicale à ses anciennes éducatrices. Viens, regarde, je te présente. Ça, c'est la petite fille là qui est là, c'est Lara. Là. Ce petit garçon là qui mange, c'est Erwan. Il s'appelle Erwan. Ça va, Aymeric? Tu connais tout le monde. De revenir. C'est vrai? Où est-ce que tu veux te mettre? À côté de Lara? Tu veux te mettre là? Voilà. Certains enfants n'ont pas encore acquis le langage et les crises sont nombreuses. Pourquoi? Parce qu'il sait pas parler, il sait pas quoi dire en fait, alors c'est pour ça. Les cris, l'automutilation, sont les moyens que l'enfant utilise pour attirer l'attention.
Aussi difficile que cela puisse paraître, tant que l'enfant ne se met pas en danger, il ne faut pas intervenir. Sinon, l'enfant comprend que crier ou se faire du mal permet d'obtenir de l'attention. Ne pas réagir au moment des crises, c'est aider à ce que ces comportements disparaissent. Et petit à petit, les crises diminuent. On essaye là avec cette procédure d'encourager le babillage et rendre le babillage, enfin les sons un peu plus motivants pour l'enfant, un peu plus automatique qu'on appelle nous. Et donc là, elle va dire le son pendant qu'il est en train de faire quelque chose qu'il aime bien. Ça peut être n'importe quoi, pas nécessairement que ça. Et donc le son va être lié à cette activité-là. Et on espère qu'il va commencer, lui, à dire ce son sol. C'est ce que tous les enfants, quand on parle, on passe par ça, donc le babillage, et ensuite on répète ce qu'elle dit maman ou papa, ils disent gagaga, l'enfant dit gagaga, et on va arriver au même jeu de sons, et éventuellement vers des mots complètes ou approximatifs. Pour les enfants plus âgés et qui ne parlent toujours pas, l'une des méthodes utilisées peut être le langage des signes. Comment? Balancer. 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 Télé. Télé. Qu'est-ce que c'est? Et c'est quoi tambour? Instrument. Vas-y, à toi. Montre-moi des chips. Et ça, c'est quoi? Assiette. Et montre-moi manger. Mange. Où ils sont les pâtes? On va tous finir. Hein. Où il est le J? Travaille super bien. C'est bien. Dans la méthode ABA, on part du principe qu'un comportement suivi de conséquences agréables peut être reproduit. On les motive avec ce qu'ils aiment, on appelle cela le renforcement. Le renforcement, c'est quelque chose qui va permettre d'augmenter un bon comportement, par exemple. Donc, ça va être un objet, une activité, quelque chose que l'enfant va aimer et qu'on va faire suivre après un comportement qu'on veut voir augmenter. Pour Erwan, par exemple, c'est la musique qui le rend heureux. C'est en pile? Ok, Erwan, c'est pas mal. Tiens. Fleur, ouais, c'est bien ma puce. Et tu dis papa. Ouais, c'est bien Lara. Donc en fait, quand Lara réussit parfaitement la série de questions, je lui donne les photos qui est le renforçateur le plus important. Et quand elle réussit un petit peu moins bien, je lui donne l'aquadoodle. Voilà ce qu'on appelle le renforcement différentiel. Chips. Chips. Merci. La récompense s'accompagne toujours d'encouragements verbaux. Petit à petit, l'enfant comprend le message. On fait alors disparaître la récompense pour ne garder que l'encouragement verbal. Ceux qui ne connaissent pas ces méthodes les comparent à du dressage. Encore un petit peu. Regarde. Tu vas lui donner les chips. Allez, tu finis ça, après on donnera les chips. Si Emery crie pas, si Emery crie, maman ne donnera pas de chips. Écoutez, si ça marche avec une chips, que l'enfant apprend à parler, qu'il apprend à lire, qu'il apprend à calculer, qu'il apprend à prendre le bus, moi, je veux bien lui donner le paquet de chips. Hein. Et je pense que les parents donneront le paquet de chips. Non. Là encore, qu'est-ce qui marche? Ça marche ou ça marche pas? Moi, je suis preneuse de tout ce qui marche. Si c'est des chips, c'est des chips. Si c'est un petit avion avec une hélice, c'est un petit avion avec une hélice. Moi, ce qui m'intéresse, c'est leur intérêt à eux. Et ils en ont pas beaucoup. Oh, wow. Attention, hein. Attends. Trouver des professionnels pour faire travailler son enfant est une chose, mais se former soi-même en est une autre. Un enseignement que Lydie et Marc, notamment, sont allés chercher auprès de Nelly Corroir. Quand je reçois les parents, ce que je leur propose, c'est du travail. Les parents qui ne savaient pas,
que je leur propose du travail sont parfois surpris. Ils pensaient que j'allais faire le travail moi-même. Ça leur donne un peu le vertige. Souvent, ils me disent « mais moi, je ne vais pas savoir faire, je ne vais pas y arriver ». Et en fin de compte, je leur dis « pour autant, c'est quand même vous qui devez savoir faire parce que c'est vous qui accompagnerez votre enfant toute sa vie ». En fait, c'est quelque chose qui atteint ta vie quotidienne. Tu sais, ta vie quotidienne, ton intimité, c'est là où tu te relâches, là où tu vis en famille, là où tu construis ta vie. Et là, tu es obligé d'analyser, de réfléchir, de travailler tout le temps. C'est pas un boulot que l'on fait, tu vois, quand je dis qu'on n'est pas professionnel, le professionnel, il fait son boulot et puis il rentre chez lui. Nous, c'est tout le temps, jour et nuit. Et tout le temps, toute la vie, jusqu'à la fin de notre vie, ça sera ça. Je tourne. Tu dis ? Je tourne. Allez, je tourne. Je tourne. Tu dis, Emric, je tourne. C'est un accompagnement de tous les instants, quoi. On empêchait les stéréotypies, on empêchait qu'ils partent dans ces obsessions. On essayait d'être tout le temps plus intéressant que des obsessions, ce qui est vraiment un match, hein. C'est une bagarre au quotidien, à chaque minute. Et on essayait aussi que chaque activité soit une occasion d'apprendre. Et ça, c'est pas facile à le faire parce qu'il faut avoir l'énergie. Moi, je me souviens quand je jouais avec Emric dans l'eau, je lui disais allez, on saute, on fait 1, 2, 3, puis je jetais dans l'eau, et puis je disais encore, encore. Je voulais qu'ils disent encore. Et j'ai fait ça pendant 1 heure. Alors, il s'amusait, il s'éclatait à être jeté dans l'eau, mais au bout d'1 heure, j'ai lu le encore, quoi. Bon, 1 heure, il faut un peu avoir le mental. C'est champignon. C'est pignon. Champignon. Je me souviens très très bien de la première consultation avec Emric et ses parents, où le papa me disait, il me regardait droit dans les yeux, comme ça, il sortait de formation, et puis il me dit c'est très culpabilisant votre système, parce que on nous dit que c'est les parents qui doivent faire progresser leur enfant, et on sent qu'on doit réussir, et c'est nous qui devons faire, et c'est très culpabilisant. Puis il me dit cette nuit encore, ma femme, elle était en train de découper des pictos, et puis à un moment donné, elle s'est arrêtée en pleurant, en se disant « mais je ne sais pas par où commencer ». Voilà, c'était un souvenir très très fort parce que on sentait des parents qui avaient vraiment très envie d'avancer, mais qui ne savaient pas par où commencer. 8. Le problème, c'est que ces formations sont très coûteuses et mal remboursées. Alors, au sein de son association, Lydie transmet ses connaissances, le week-end, après avoir travaillé toute la semaine. Nous, au départ, Emric, par exemple, on n'arrivait pas à lui faire enfiler les perles, parce qu'à l'école, ils doivent enfiler des perles. Et ça a été magique à partir du moment où on lui a mis, on a dit, vous mettez 3 perles. Et bien, il s'est mis à essayer. Voilà. Maintenant, on va chercher à mettre en correspondance. Donc là, on a les infinitifs, ce qu'on appelle les participes passés. Sur notre secteur, on n'a rien, mais rien. On n'a pas d'aide. Donc c'est que du système D à longueur de temps, et la locomotive, ça doit être nous. C'est nous qui formons les enseignants, c'est nous qui formons les personnes que nous employons à notre domicile. Donc c'est du système D tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, en fait, on est dans la gestion d'une situation d'urgence. Donc moi, je redonne aux parents là, tout ce que j'ai appris le plus rapidement possible, pas forcément non plus dans l'ordre, etc., mais parce qu'on est dans le mode de survie. Sans réseau associatif, il ne se passe rien. Moi, aujourd'hui, je pars sur le week-end, je fais 350 km pour chercher des informations et les ramener chez moi. Elles ne viennent pas jusqu'à moi, ces informations-là. Il faut pouvoir, déjà, il faut vouloir, il faut des moyens financiers, et puis il faut aussi un soutien familial. Donc, puisque, par exemple, moi, je suis ici, pendant que je suis ici, le papa de mes enfants s'occupe de mes 3 enfants pour que je puisse apprendre et ramener tout ça à la maison. Sans ça, c'est pas possible. Cette absence d'aide fait que souvent, un des 2 parents doit abandonner son travail pour s'occuper de l'enfant. Sacrifice d'une carrière, d'une vie sereine et normale, certains couples n'y survivront pas. Heureusement, les efforts sont payants et les progrès encourageants. Et tu lui fais un peu de cheveux aussi? Allez, on montre pour Jennifer qui voulait voir les œuvres d'Emric. Regarde. Et Emric, regarde maman. Je t'aime. L'autisme n'est pas une maladie et on n'en guérit pas. Malgré des progrès parfois exceptionnels,
les personnes avec autisme développent des stéréotypies, des comportements cycliques qui reviennent sans arrêt, comme des obsessions. Chez Emmerich, cela concerne la météo. Avec un ciel bleu et du soleil sur la France et la Suisse, 25 à Neuchâtel et 27 degrés sur Carouge et Genève. Où qu'il soit, l'attention d'Emmerich se porte sur les nuages, la pluie et tout ce qui possède un rapport avec la météo. Si ses parents n'y prenaient garde, Emmerich ne parlerait que de météo, ne dessinerait que des cartes météo, et cela freinerait son éveil intellectuel. Maman, on fait voir la météo ce soir. Bonjour à toutes et tous, regardez tout de suite les prévisions météo d'Egenelia, ça ne s'arrange toujours pas. Ah, il va faire beau demain. Alors, mardi, il va pleuvoir, puis faire glaçante, hein, tu marques. Ah, c'est la météo? Incroyable et inespéré. Ce matin, sur le bastion d'Arcachon, les nuages ont très vite laissé la place à un grand soleil. Ah oui, je pourrais pas regarder la deuxième météo. Oh non, c'est pas vrai. Je veux avoir la météo, j'ai rien fait comme pétasse. Moi, je veux que tu fasses ton exercice. Je veux la petite et la grosse. Alors tu te calmes, Emmerich, parce que tu vas la perdre demain aussi. On lui fait faire en fait beaucoup d'activités pour éviter qu'il soit tout le temps dans des stéréotypies. Actuellement, il pense beaucoup à la météo. Donc le fait qu'il soit à la piscine, qu'il aille à l'équitation, et ben au moins là il fait des activités différentes. Parce qu'en fait après s'il rentre dans ces stéréotypies, il n'y aurait plus que ça. C'est envahissant. Et puis il ne s'éveillerait pas à toutes les richesses de la vie. Quand on a un handicap, parfois c'est difficile de pouvoir avoir accès à des activités de loisirs. Par exemple, ici, on avait inscrit Emmerich au départ pour la piscine et il était régulièrement sur liste d'attente. On a appris qu'en fait, il s'inquiétait par rapport à son handicap. Donc c'est là que j'avais laissé le petit livre Epsilon, qu'est-ce que l'autisme, qui explique l'handicap à l'accueil. Après, il a pu enfin accéder à cette activité. La course au diagnostic a été longue. Trouver des professionnels, se former personnellement et faire travailler son enfant ont été des challenges de tous les instants. Mais l'intégration dans notre société passe par l'école. Lydie et Marc ont eu la chance que Florence Doria, institutrice, accepte de scolariser Emmerich en maternelle en demi-journée. La difficulté quand Emmerich est arrivé, ça a été de le découvrir, de découvrir ses réactions, comment l'aborder face à telle ou telle réaction. Et entre autres, les autres enfants étaient plutôt impressionnés quand ils se mettaient à crier, à se rouler par terre. Ils étaient regardants, ils se demandaient un petit peu ce qui se passait. Mais on a tout de suite expliqué que Emmerich était différent et que c'était comme ça, et puis il fallait faire avec. Et puis on fixe au départ des objectifs à atteindre, et à l'issue d'une ou deux réunions par an, on fait le point pour savoir si ces objectifs sont atteints. Et dans le cas d'Emmerich, donc, c'était effectivement la socialisation, l'autonomie et développer quand même sa communication. Ça s'est fait progressivement dans l'année, hein, il n'y a eu aucun problème. Petit à petit, il a accepté ses rythmes, il lui fallait effectivement plus de temps. Non seulement j'en garde un bon souvenir, mais on a mis quand même en place des situations d'apprentissage pour d'autres enfants par la suite qui nous ont interpellés aussi quant à un certain handicap qu'ils pouvaient avoir, ou même sans aller jusqu'au handicap, avoir des problèmes de communication. L'histoire des pictogrammes, on s'en sert encore aujourd'hui, hein. Depuis 2005, il est obligatoire de scolariser les enfants atteints d'autisme. Et pourtant, cela dépend encore de la bonne volonté des enseignants. Des mamans qui se forment auprès de Nelly Corroir en ont fait la triste expérience. Donc en petite section, il a fait sa première année à peu près bien, juste le matin, et à la fin de l'année, ils nous ont expliqué que Hugo, en fait, il n'avait rien à faire ici, hein, qu'il fallait qu'il aille dans un endroit spécial. Les 3 années de maternelle, en fait, elles se sont faites à la maison, quoi. Une année peut vraiment être où il peut faire vraiment des progrès, mais fulgurants, grâce à ce qu'on fait chez nous, mais aussi grâce à la maîtresse. Parce qu'elle part sans a priori et en se disant que, voilà,
que cet enfant-là, il est comme les autres et qu'elle lui donnera sa chance comme elle la donne aux autres. Est-ce que c'est dur, finalement, quand on apprend que son enfant, il ne faut pas qu'il aille à l'école? L'enfant, je veux dire, il faut au moins lui laisser une chance. Enfin, c'est une question de personne aussi, hein, parce que c'est vrai qu'à l'école où il était, la maîtresse n'avait pas du tout envie de s'en occuper. Hein. Mais pourtant, elle faisait des actions humanitaires en Afrique. Par contre, pour s'occuper des enfants de sa classe qui étaient différents. Donc, j'ai eu une maîtresse, la maîtresse du début de CE1, qui m'a dit « Oh, vous savez, de toute façon, on sait très bien que Martin ne finira pas son CE1. Parce qu'il n'aura pas le niveau. » Et moi, je lui ai dit, c'est ce qu'on va voir, on verra à la fin de l'année. Laissez-moi le temps de vous faire voir qu'on est tout à fait capable d'y arriver. Et entre-temps, donc, cette maîtresse est partie pour des raisons de santé. Et donc, elle a une enseignante remplaçante qui dit qu'elle est stupéfaite des résultats de Martin. Certaines écoles acceptent l'enfant 1 heure par semaine seulement. Il faut donc se battre pour que son enfant soit pris plus d'une fois par semaine. Ce problème de scolarisation concerne tous les enfants atteints d'autisme, même ceux qui ont un syndrome d'Asperger, c'est-à-dire une forme d'autisme sans retard de langage, avec un quotient intellectuel parfois très élevé. Parfois, il suffit d'une seule rencontre avec un mauvais médecin, parce que malheureusement, il y en a, pour que l'enfant soit complètement rayé de la carte. Si je peux utiliser une expression un peu violente, mais c'est cela. Il suffit, par exemple, d'un passage chez une psychologue scolaire qui ne connaît pas le sujet pour que l'enfant soit déscolarisé. Alors qu'en fait, plus tard, on évaluera plutôt sa compétence à faire des calculs ou à écrire en allemand, en anglais, des choses où là, il est beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus capable, en général. Et si on l'écarte du cursus scolaire, c'est-à-dire si on l'écarte de la vie, en clair, c'est ça, à cause d'un problème de chaussures mal faites ou parce qu'il a des problèmes avec ses camarades de classe qui le tabassent pendant les récréations, c'est monstrueux de se comporter comme ça et ça arrive très souvent. L'école maternelle est une étape, l'école primaire en est une nouvelle. Et à chaque fois, il faut convaincre l'inspection académique, les instituteurs et le directeur d'établissement de laisser une chance à son enfant. Parce que l'on connaît mal ce handicap, la présence d'un enfant atteint d'autisme inquiète. C'est vrai qu'on ne va pas se le cacher, au début, le mot autisme fait peur, on se dit comment on va faire. Nous, en tant qu'enseignants, on n'est malheureusement pas formés à tout ça. Et pour moi, un enfant autiste, c'était un enfant qu'il ne fallait pas beaucoup toucher, qui n'aimait pas ça et qui pouvait réagir violemment lorsqu'on faisait quelque chose qui ne lui convenait pas. Donc c'était aussi ce côté, la peur, entre guillemets, de la violence, des réactions par rapport aux autres enfants qui a été une crainte pour nous au début. Donc après, on a beaucoup préparé la rentrée avec la famille, notamment avec la maman d'Emeric. Moi, elle est venue un petit peu nous expliquer, ne serait-ce que déjà ce que c'est que l'autisme. On n'était pas forcément informés, en tout cas précisément, de ce que c'était. Et on a également préparé les enfants qui allaient être dans la classe d'Emeric l'année suivante. Montrez. Auprès d'Emeric, il y a Valérie. C'est une AVS, une auxiliaire de vie scolaire. Valérie apporte un soutien à Emeric en classe. Qu'est-ce que tu fais, Emeric? Emeric! Ah non, hé! Arrête, Emeric. Si tu te sens trop excité, moi je t'autorise à sortir 5 minutes. Tu demandes à Valérie et tu sors 5 minutes, Emeric. Mais quand tu es en classe, regarde-moi. Quand tu es en classe, tu es calme. C'est une richesse d'avoir l'AVS. Ah oui, c'est important. C'est vrai que pouvoir s'occuper d'Emeric dans une classe de 28 sans AVS, je ne sais pas si... j'aurais pas pu m'en occuper aussi bien. Là, elle est à chaque fois à côté de lui pour lui réexpliquer les consignes. Au niveau scolaire, les maths, ça marche très bien, il a des bonnes compétences. En français, c'est un petit peu plus dur, donc il faut à chaque fois lui donner des outils. Donc elle est à côté de lui pour l'aider à utiliser ces outils. Et c'est vrai que sans elle, ce serait dur. Et ils ouvrent la porte. Qu'est-ce qui va se passer? Ce sont des personnes, ils sont très peu rémunérés. Et actuellement, on ne sait plus si c'est l'État qui va les gérer, si c'est les associations, c'est très très flou. Et donc ça m'inquiète aussi parce qu'il y a beaucoup d'enfants avec handicap qui arrivent à aller à l'école grâce à ces personnes-là. Et pour moi, ce n'est pas non plus un blocage financier.
Parce que quand on regarde, ces personnes sont souvent juste payées le salaire minimum, le SMIC. Et si on regarde une journée à l'hôpital de jour, par exemple, nous, dans notre secteur où on habite, on s'était renseigné, l'État paye 780 € pour la journée, pour un enfant. C'est même pas le salaire d'une auxiliaire de vie scolaire sur un mois. Valérie est également le lien quotidien entre la maîtresse et les parents d'Aymeric. Tu verras. C'est à quel temps? Tu verras. Grâce au bon vouloir de la maîtresse, Aymeric reçoit ses leçons un peu de temps avant les autres. Sa mère peut les lui faire travailler à l'avance, et c'est ainsi qu'il a pu progresser et s'intégrer à l'école. Le plus gros changement que je remarque cette année, c'est vraiment dans les jeux de cours, en EPS, etc. C'est vrai que l'année dernière, quand il est arrivé en début d'année, il était toujours tout seul. Ça a été aussi un gros travail avec la psychologue, qui est venue aussi à l'école pour un petit peu revoir après avec lui en séance ce qui n'allait pas, pourquoi il ne jouait pas avec les autres, etc. La météo, il en parle encore, mais il cherche à trouver un interlocuteur. Donc déjà là, il y a eu un progrès. C'est qu'avant, il se parlait à lui-même de météo. Maintenant, il nous en parle à tous. Alors, côté température, le matin, ça va aller avec 6 degrés. Avec l'après-midi, c'est contre 13 et 14 pour le nord et 20 degrés pour le sud. Merci, au revoir pour la météo. Après, il va faire mieux. Et là, vraiment, quand je le vois encore tous ces jours-là, discuter avec les autres, jouer, changer de jeu, passer d'un groupe à un autre sans que ça lui pose problème. On peut lui changer une règle du jeu au dernier moment. Avant, c'est quelque chose qu'il n'acceptait pas du tout. Il fallait qu'il y ait la même règle pendant toute la récréation. Et alors que des enfants de cet âge-là, évidemment, changent de jeu toutes les 3 minutes, rajoutent une règle dès qu'ils ont une nouvelle idée de règle à mettre. Et là, quand je vois qu'ils s'adaptent comme ça, c'est vrai que c'est vraiment le gros progrès qu'il y a eu entre l'année dernière et cette année. Les autres élèves, ils l'ont accueilli d'une manière épatante. Aymeric n'est jamais le dernier choisi pour un travail de groupe. Ils ont compris aussi que Aymeric devait éviter de faire des stéréotypies. Donc quand ils le voient tout seul dans son coin à ruminer, ils vont vers lui. J'ai remarqué quand même que les filles vont plus vers lui que les garçons. Je dirais pas que c'est lourd d'avoir un enfant autiste dans sa classe parce que ça apporte aussi beaucoup à la classe entière, à moi et aux élèves. Je pense que ça enrichit plus que ça alourdit. Aymeric, je ne sais pas s'ils sont tous comme ça, mais c'est vrai qu'Aymeric, il est attachant, quoi. C'est un enfant qui est très attachant. Il a un sourire, il a des yeux, je veux dire, il est super, quoi. Il n'y a pas l'autre mot, il est génial. Il est comme les autres, voilà. Il faut savoir les prendre et les éduquer. Et voilà. Rodrigue a aujourd'hui 11 ans et demi. Il va aller en 6e. Donc pour nous, c'est pour un enfant dont on me disait au CMP qu'il ne parlerait pas, qu'il fallait que je fasse mon deuil, que la vie ordinaire n'était pas pour lui, et ben tiens, voilà, il parle, il a encore besoin d'aide parce qu'il n'est pas autonome dans tout ce qu'il fait. Mais il est dans ce monde et il partage la vie ordinaire, quoi. Rodrigue a pour stéréotypie un intérêt exclusif pour les génériques de fin des films de Walt Disney qu'il reproduit de mémoire à la perfection. De malédiction en vidéo cassette. Ne manquez pas cette région de l'action et de l'aventure. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup d'enfants qu'on a pu mener comme ça dans leur scolarité. Et en fait, on coince au collège. On coince au collège parce que 10 profs, c'est plus difficile à informer qu'un seul prof. Parce que 10 profs qui donnent des devoirs de façon indépendante et des leçons de façon indépendante, c'est compliqué à gérer. Mais en fait, c'est pas tellement ça, c'est pas tellement le programme scolaire qui s'accélère qui nous pose le plus gros problème. Le plus gros problème au collège, c'est le social. C'est les enfants ordinaires qui se cherchent, qui cherchent les limites, qui bafouent les règles parce qu'ils s'expérimentent. Et pour un autiste, bafouer les règles, c'est carrément pas possible en fait. Et ils vont reprendre les adolescents en disant « tu ne dois pas faire ça, ce n'est pas bien », etc. Et du coup, ils se mettent à dos tout le monde.
Pendant toutes mes années de primaire, de collège, de lycée, je n'avais eu pas un seul ami à l'école parce que les autres me méprisaient. J'avais encore aussi de grosses déficiences au niveau des interactions sociales. Exemple très simple, quand vous êtes un enfant d'âge scolaire, il faut savoir qu'il faut dire salut aux copains de classe et bonjour à la maîtresse, pas l'inverse. Pour avoir un ami, il y a un ensemble de règles, de petits trucs à faire, à dire. Si vous ne les connaissez pas, ben vous n'aurez pas d'amis. À l'adolescence, ils n'ont plus de copains dans l'immeuble ou dans le quartier. Parce qu'au niveau de la différence psychologique, soit ils vont jouer avec des enfants qui ont 5 ou 6 ans de moins qu'eux, et dans ce cas-là, ce sont les autres parents, mais qu'est-ce que c'est ce grand dadais là qui tourne autour de ma petite fille? Bon, donc ils sont inquiets en se disant qu'est-ce que c'est que ça? Ou les adolescents, ben, ils se font repousser. Hein. Et eux, ils n'ont pas de mob, ils n'ont pas de copines, donc ils restent devant la télévision toute la soirée, parce que papa et maman, ils n'ont pas que ça à faire de jouer au loto. Donc souvent, ce sont les adolescents qui demandent à rentrer en internat. En France, les milliers de personnes avec autisme, diagnostiquées tardivement, qui n'ont pu bénéficier dans leur enfance ni des méthodes comportementales ni de l'école, sont désormais à la charge de l'État. Et pourtant, même pour eux, il n'est pas trop tard. Tu me donnes? Très bien, Elisabeth, c'est le sel. Très bien. C'est vrai qu'au début, il y a toujours, à juste titre, cette focalisation sur les enfants, mais l'oubli des adultes. Et le neurologue Olivier Sacks, dans un de ses livres, disait dans les années 80, on ne parle que des enfants atteints d'autisme, comme si, une fois devenus grands, ils quittaient la Terre et disparaissaient. Cet après-midi. Rendez-vous Natacha. Vous avez un rendez-vous avec Natacha. C'est au salon de thé. Dans le centre du docteur Gibour, on se bat pour donner de la dignité aux adultes atteints d'autisme. Ceux qui ont réussi à obtenir une place bénéficieront de nombreuses activités dont le but est d'empêcher les troubles du comportement. On peut le faire. Après, on peut s'arrêter là. C'est très bien, Valérie. Nicolas a 33 ans. Il a été diagnostiqué autiste à l'âge de 10 ans. Et à l'époque, seule une psychanalyse des parents a été proposée. D'accord. Allez, continue. Là maintenant il est adulte, donc il est dans une structure pour adultes. Bon, la difficulté c'est de pouvoir conserver ses acquis et de pouvoir continuer de progresser. Et c'est souvent pas le cas parce que soit il y a des jeunes qui sont très handicapés, donc qui mobilisent beaucoup le personnel. Il y a aussi souvent une insuffisance de personnel, quelquefois aussi pas suffisamment de formation. Et donc nous, ce qu'on fait, Nicolas rentre tous les week-ends, c'est justement pour conserver ses acquis et continuer des apprentissages qui ne peuvent pas être faits là où il est. Ça y est. Allez. Ça y est, c'est bon? Une fois devenu adulte, qu'est-ce qu'on devient? Déjà pour trouver un emploi, comment trouver un emploi? On dit dans les manuels de management que 80% de la décision d'un recruteur se fonde sur des critères tels que la manière de le regarder, de lui serrer la main, de dire bonjour, d'être assis sur le siège. Et donc bien sûr ce sont des critères complètement futiles où les personnes avec autisme échouent le plus souvent. Les personnes avec autisme sont capables d'apprendre beaucoup de choses, mais tout ce qu'elles ont en commun, dans toutes les formes qu'il y a, des personnes les plus déficitaires aux personnes les plus douées, c'est le problème d'intuition sociale. Ils ne comprennent pas intuitivement l'autre. Ils ont besoin d'un décodeur. Voilà. Ça, c'est vraiment comme ça que je définis l'autisme. Et après, problème de langage et tout ça, si vous voulez... Bien sûr que c'est associé, hein, mais on peut tout rééduquer. Mais l'intuition sociale, tous les apprentissages que vous allez faire sont des apprentissages qui sont un peu plaqués. Vas-y, tu me fais le geste? Je t'écoute. Qu'est-ce que tu dis? Avec la main derrière l'oreille. Tu me regardes. Superbe. Alors là, tu es magnifique. Fais voir, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? J'entends rien. Vous allez enseigner aux personnes autistes comment dire bonjour et tout ça, mais comme si c'était une règle uniforme, alors qu'on sait bien que nous, on le fait intuitivement. La question, c'est combien de temps on regarde dans les yeux quelqu'un quand on lui parle? Personne n'a mesuré ça. On le sait intuitivement, on ne vous l'a pas appris par cœur.
C'est exactement ça qui manque aux autistes. Et c'est pour ça que je dis, on ne guérit pas de l'autisme. Il faut vraiment que les parents le sachent, parce que même si l'enfant va faire des tas de progrès magnifiques, il restera un problème chez lui, un problème d'intuition sociale. On sait que pour l'instant, il a vraiment besoin de notre aide. Et on sait qu'il en aura besoin encore un long moment avant de pouvoir avoir une situation stable. Et puis quand cette situation stable sera mise en place, est-ce qu'elle sera pérenne le jour où on ne sera plus là? Tu prends ton sac, tu le mets dans la voiture. C'est sûr que pour nous, on a toujours derrière se dire comment ça se passera lorsqu'on n'y sera plus. Et pour ma part, je ne sais pas si je dois le dire, mais pour ma part, j'aimerais qu'il parte avant moi. On vit effectivement avec le spectre de ce qu'il va devenir quand on ne sera plus là. Tant qu'il est petit, tant qu'il est jeune, tout le monde l'aime bien, tout le monde le trouve super, Rodrigue ci, Rodrigue ça. Mais quand ce sera un adulte barbu, bizarre, avec... Là il va générer du rejet. Et se dire, mon enfant, j'ai pas envie qu'il vive, qu'il souffre, parce que lui, il le comprend pas en fait, tout ça. Pour l'instant, il le comprend pas. Et j'ai du mal le fait d'imaginer que l'on puisse nous mourir avant lui, c'est l'abandonner. C'est l'abandonner dans un monde où lui sera tout seul. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Et je ne peux pas le laisser sans protection. Parce que qu'est-ce qui se passe quand ils sont adultes? Ils vont dans des institutions, on va les shooter parce que plutôt que de mettre en place des stratégies qui sont complexes, des aides humaines, etc. C'est vrai, c'est difficile et c'est contraignant. C'est vachement plus facile de shooter une personne pour qu'elle reste tranquille. C'est vrai, on n'a pas besoin de s'en occuper parce que le pauvre soignant, il a 15 autres personnes à s'occuper. Tout ce qu'on peut faire au quotidien est entaché par cette perspective-là. L'avenir, on ne le voit pas comme je vais avoir une retraite, je vais faire ci, je vais voyager. Non, nous, on sait que on aura toujours notre enfant, il faudra toujours être performant, être prêt pour lui. On n'a pas de repos. Je crois qu'il y a quelque chose qui est une question vraiment, qui est une question de culture, de société, qui est un choix de société. Est-ce que nous construisons des classes d'école, mais aussi une façon de vivre ensemble dans laquelle tout le monde se ressemble? Personne n'est trop malade, trop handicapé, trop pauvre, voire trop jeune ou trop vieux. Et les autres sont soit laissés de côté, soit envoyés ailleurs pour qu'on s'en occupe. Ou est-ce que nous construisons une société qui véritablement inclut toutes les personnes dans leur plus grande diversité? Si on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, les personnes avec handicap ont vraiment plus leur place. C'est des personnes qui font partie de la société, qui ne vivent pas en marge de la société. Et si on arrive à ça en France, je crois que je serais vraiment super contente et sereine et heureuse pour Aymeric. Il n'existe pas de méthode miracle et le succès des apprentissages dépend aussi du capital génétique de l'enfant. Tous n'arriveront pas au résultat exceptionnel d'Aymeric. Aymeric a eu la chance de grandir dans une époque qui est en train de changer et de s'ouvrir. Il a surtout pu compter sur ses parents qui n'ont jamais baissé les bras. Je crois qu'aujourd'hui, vraiment, la grande joie de ma vie, c'est qu'Aymeric me parle et puis quand il peut dire ce qu'il ressent pour nous, qu'il nous montre son affection par des gestes, mais aussi en nous le disant, c'est vraiment la plus grande joie qu'on peut avoir. J'adore la montagne, c'est beau. Surtout quand il y a des beaux paysages, j'adore. Quand il y a de la neige, je me fais frisser parce que je ne veux jamais quitter parce que c'est trop beau de Haute-Savoie. Le jour, tu sais, quand je serai morte, je crois que je serai enterrée dans la montagne. Aymeric, c'est l'histoire d'un enfant diagnostiqué autiste sévère que l'on pensait perdu, incapable de s'exprimer un jour, mais qui aujourd'hui
donne un espoir à tous les autres. Quand j'étais petite, j'aimais rien du tout. Rien du tout. Hein? Quand tu avais à peu près 3 ans et demi, tu n'arrivais pas à marcher en montagne. Et je t'avais expliqué comment monter. Tu te rappelles? Et en fait, pour t'apprendre à marcher en montagne, j'étais obligé de faire ça. Je me mettais derrière toi, j'appuyais sur ton ventre comme ça. Comme ça, je t'apprenais à te pencher. Parce que sinon, si je te retenais pas, en fait, tu te mettais tout de suite à 4 pattes. Et tu râlais, Comme ça? Je faisais comme ça quand il y avait une petite porte. Et pourquoi? Parce que je t'avais peur. Après, c'est Théo. Chacun son tour. Descends. Vas-y. Allez, mais tu retiens avec tes mains, hein. Parce que moi, je te retiens pas. Voilà. Pour monter, tu criais. Pour descendre, tu criais. Donc, il fallait forcer. Sinon, il n'y avait rien à faire. Hein? Et le vélo, tu te rappelles? Catastrophe. Tous les trucs, c'était catastrophe. Et j'étais obligé de t'appuyer sur les pieds. Comme ça. C'est pas facile. Tu faisais en sorte de faire toujours la même chose. Et dès que ça change un tout petit peu, tu criais, tu hurlais. Ou tu donnais des coups de pied dans mon fauteuil. Et ça, c'est pas possible, quoi. Ouais. Quand t'es petit, ça va, mais quand t'es grand... Est-ce que tu sais que quelquefois, c'est pas facile pour papa et maman? Ouais, j'entends tes triste aussi, parfois. T'entendais quoi? Parfois, j'entends crier de temps en temps. Tu dis des gros mots, même. Oh. Ça, on n'est pas obligé de le dire. On n'est pas obligé de le garder, ça. Allez, garde.